Hello YouTube, ici Pauline Agneau. Je suis trop contente, trop contente sincèrement d'être avec vous aujourd'hui et surtout de vous présenter mon invité du jour. Alors qui c'est? Alain Juillet. Le nom ne vous dit rien, mais vous allez voir, écoutez bien mon introduction, vous allez vite comprendre pourquoi il faut que vous écoutiez cet épisode jusqu'au bout. Avant que je vous en dise plus quand même, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne formidable pour que j'ai d'autres personnes aussi inspirantes, étonnantes qu'Alain Juillet. Alors qui est ce fameux Alain Juillet? Une légende, un homme qui a tout fait, qui a tout vu, véridique. Alain Juillet est né il y a un petit peu longtemps, en 1942, dans l'Allier et a commencé sa carrière chez les militaires comme officier dans le commando de parachutistes. Il était plus spécifiquement dans le service action, du service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Alors qu'est-ce que veut dire ce charabia? Eh bien, imaginez que le type qui saute d'un hélicoptère dans l'eau en homme grenouille et qui ensuite, 2 minutes plus tard, va être parachuté quelque part, ça c'est Alain Juillet. C'était un espion, quoi, concrètement. Après ça, il décide de rentrer dans le droit chemin et de devenir quelqu'un de bien, si je puis dire, en entrant dans la société civile. Et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer au service de la maison Ricard en rencontrant son fondateur Paul Ricard et gravir peu à peu les échelons pendant 19 ans pour ensuite en devenir le directeur général. Le gaillard n'a même pas autre chose que son bac. C'est quand même pas mal. Il finit par être débarqué de Ricard au moment de la fusion avec Pernod et décide de renouveler des aventures entrepreneuriales, cette fois en termes de reprise d'entreprise et de redressement avec diverses sociétés où il va devenir directeur général de Suchard, puis par exemple de Marks & Spencer. Il nous parle d'ailleurs d'une anecdote assez rocambolesque où il va être plus ou moins ligoté ou en tout cas enfermé dans son bureau pendant 48 heures par la CGT. Je vous laisse imaginer qu'on passe un bon moment durant l'épisode quand il nous raconte ce passage. Alors tout ça, je vous fais rêver, il y a plein d'actions, il se passe plein de choses. On se dit mais ce type a une vie de fou, oui c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'en parallèle de tout ça, Alain Juillet non seulement se fait ligoter dans son bureau, mais en plus en parallèle a une double vie si je puis dire, puisqu'il va se mettre au service de la France pendant toutes ces longues années pour être espion pour la France. Ses déplacements professionnels en Russie sont en réalité des prétextes pour qu'il puisse donner des informations à l'État français. Évidemment tout ceci n'aurait pas été rendu public si la presse n'avait pas annoncé qu'il était devenu directeur des renseignements français, comprendre les services secrets en 2002, que sa famille découvre même à l'époque. C'est quand même dingue quand on y pense. Alors oui, j'étais un peu hystérique quand j'ai su que j'allais pouvoir l'interviewer, mais au final, ce que je trouve assez fou, c'est que ce qui m'a finalement le plus touché, ce qui m'a le plus marqué au sein de cet épisode, c'est pas finalement tout ça, c'est pas cette vie de James Bond, cette vie d'espion. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la personne d'Alain Juillet. C'est à quel point il avait gardé au fond une âme d'enfant, vraiment une espérance dans l'avenir, une foi, si vous voulez, complètement irrépressible, qui fait qu'on a juste envie de passer un bon moment avec lui. En bref, un épisode à écouter et à réécouter à l'envie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec le fabuleux Alain Juillet. Poser la question que je pose systématiquement, Alain. Qu'est-ce que vous prenez le matin au petit déjeuner? Racontez-moi ça. C'est une question c'est la question la plus importante que je vais vous poser, je vous le préviens. D'accord, non, j'en doute pas. Alors, moi, le matin au petit déjeuner, je prends un café froid. Oui. Froid. Oui, tout veut dire. Je prends de la ricorée froide. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Diluée dans du lait. Froid. Et pourquoi froid? Parce que j'ai pris l'habitude, quand j'étais militaire et autres, à prendre souvent des choses froides pour ne pas perdre de temps. Et je suis habitué, donc maintenant, au matin, je prends un verre de ricorée au lait froide. Eh ben, voilà. Écoutez, et puis après, je pars. Donc ça va très vite. Ah oui, c'est un petit déjeuner efficace. Ouais. Bon. Mais il faut dire que moi, le matin, je sors du lit, je suis opérationnel, 15 secondes après m'être levé du lit. D'accord. Parce que vous êtes réveillé. La machine est immédiatement mise en marche, ça c'est clair. Ça c'est une chance avantage. Ou ça a été travaillé un petit peu quand même? Les années militaires peut-être dans le passé, oui, dans le passé sans doute. Bon, on va parler de tout ça. Mais toujours est-il que ça marche. Je ne sais pas si j'ai envie d'arrêter en fait ce test de son que je trouve génial. Je trouve ça très sympa de commencer comme ça. Donc, on va continuer. Ouais, d'accord. Donc, on sait maintenant que vous buvez du café. Mais pourquoi est-ce que vous avez commencé votre carrière dans le monde militaire? Parce que si je ne me trompe pas, c'est comme ça que vous avez commencé. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans la marmite? Oh, c'est une longue histoire. En réalité, quand j'ai passé mon bac beaucoup trop jeune. Ah. Beaucoup trop jeune. J'avais 15 ans. 15 ans?
À 15 Qu'est-ce qui ans, vous a j'avais pris mes de bacs. passer le bac à 15 ans? Parce que j'avais sauté des classes. Vous parce étiez que un peu trop bon à l'école, quoi. Je sais pas. Non, pas vraiment, parce que j'étais plutôt au-dessus de la moyenne, mais pas le premier de classe. Et vous J'ai sautiez quand jamais même été des premier classes? de classe, mais j'étais toujours dans les deux. Je faisais 11-12, quoi, entre 11 et 12 de moyenne. Enfin, 11 et 12 et qu'il y a son bac à 15 ans, quand même. Ah oui, oui. Mais alors le problème, c'est qu'à 15 ans et demi, mon père m'a envoyé faire mes études à Paris tout seul, parce qu'ils étaient diplomates et ils vivaient à Barcelone. Donc je me suis retrouvé tout seul à Paris. À 15 ans, quand vous êtes à Paris tout seul, même sans argent, parce qu'on n'est pas beaucoup, bon, on ne travaille pas beaucoup, il faut être honnête. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Pas tellement des études, mais je me suis amusé. En plus, je jouais de la guitare, et à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. En France, il n'y en avait pas de gens qui jouaient de la guitare. C'est après quand arrivaient tous les autres. Il y avait juste Brassens qui jouait ses chansons, bien sûr, mais pratiquement, il n'y avait personne. Donc, j'ai fait de la musique, je suis bien amusé. J'ai fait de la politique aussi étudiante, quand même. Hein. J'ai quitté Paris au bout d'un an parce que je me suis rendu compte que je ne faisais rien du tout. J'ai été à Aix-en-Provence, ça a été pire, parce qu'Aix-en-Provence, c'était vraiment une ville d'étudiants. Donc, vous aviez absolument pas envie de bosser? J'avais pas envie de bosser, mais j'étais quand même... Alors, par contre, j'étais dans les corpos, à la corpo de droit, à la corpo de lettres, enfin, je faisais plein de trucs. Bon... Et puis après ça, au bout là aussi, j'ai dit on ne peut pas continuer. Et j'ai été à Toulouse. Je me suis rapproché de ma maison familiale dans l'Aude. Et à Toulouse, j'ai eu, ça a été ma deuxième année à ce moment-là, le troisième année, mais deuxième année réelle. Et j'ai été invité. Enfin, non, j'ai mes copains qui m'ont dit mais tu fais rien de bien intéressant à part faire la fête et travailler pas beaucoup, tu devrais faire du parachutisme. Et je me suis inscrit pour faire ce qu'on appelait une préparation militaire parachutiste à l'époque. J'ai trouvé ça super. Et l'été suivant, je me suis dit, mais attends, tu perds ton temps à faire des études supérieures parce que de toute manière, tu n'as pas vraiment envie, tu n'as pas trouvé ta voie. Pourquoi? Fais ton service pendant 2 ans. À l'époque, c'était 18 mois. Fais ton service pendant 18 mois, et puis après, comme ça, tu pourras faire de vraies études. Et puis, je suis rentré dans l'armée, comme deuxième classe, comme faire mon service, et puis j'ai fait les pelotons pour être sous-officier, puis je fais le peloton pour être officier, et puis quand moi je suis retrouvé officier, je me suis dit, mais c'est super, ça me plaît vraiment, et du coup, je suis resté. Et qu'est-ce qui vous plaisait ? Il y a beaucoup de choses. D'abord, c'était très sportif, c'était très... les parachutistes, vous savez, il fallait faire beaucoup d'efforts physiques. Donc on saute physiquement, pour ceux qui... On saute vraiment physiquement, on s'entraîne à sauter. Bien sûr, ils sont vraiment dans le... Ouais. Et je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de fraternité, beaucoup de camaraderie. Et le fait de vivre avec des gens de milieux très différents, mais tout le monde était solidaire, ça, je trouvais ça formidable. Parce que moi, j'arrivais du monde des diplomates, des hauts fonctionnaires qui étaient plutôt coincés, quoi. Et là, je me trouvais un monde, au contraire, très... où tout le monde était ensemble, tout le monde risquait ensemble, en définitive. Et ça, c'était très sympa. Et puis, j'ai découvert aussi que j'aimais bien, par exemple, apprendre j'ai eu la chance d'avoir... D'abord, j'avais des chefs qui étaient des types extraordinaires, qui avaient fait l'Indochine, l'Algérie, qui étaient vraiment des grands soldats. Et on recevait à l'époque, on avait comme soldats, dans les parachutistes, ceux qui étaient solides physiquement, mais pas forcément très cultivés, c'est ceux-là qu'on nous envoyait en priorité, si vous voulez. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup d'entre eux, à l'époque, moi je vous parle de ça à la fin des années 60, début des années 60, pardon, la plupart d'entre eux, c'était des gens qui parlaient à peine le français, Moi, je me souviens de sections où j'avais des jeunes qui venaient d'Alsace et autres, ils ne savaient pas lire, pas écrire, ils parlaient le patois, une espèce de patois allemand, enfin l'alsacien. Et alors, ce qui fait qu'on les entraînait à devenir des soldats, bien sûr, mais après l'entraînement, on leur donnait des cours pour apprendre le français. Moi, je leur donnais des cours de langue pour apprendre le français, pour apprendre à lire et tout. Et ça, c'était fantastique, parce que quand ils repartaient, ils étaient rentrés dans un autre monde. Ils savaient lire le journal, ils étaient capables de lire dans une gare les panneaux, parce qu'il fallait voir à l'époque. Les gens, ils prenaient le train d'Alsace pour aller à Pau, où j'étais, pour apprendre, pour faire leur service militaire.
Et dans chaque gare, ils devaient demander où ils étaient parce qu'ils ne savaient pas lire. Oui, il faut voir ce que c'était. Ça ne paraît pas. Hein. On est dans les années 60, si vous voulez, c'est rien. Il n'y a pas longtemps. Il y a 60 ans. Hein, c'est un autre monde. Alors j'ai beaucoup aimé ça, puis voilà, et puis je m'y suis donné à fond. Voilà. Et la vie a continué. J'ai lu, parce que j'ai fait ma petite recherche quand même sur vous, Alain, faut que je vous dise. Doute. J'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, que effectivement vous veniez d'une famille donc dans le monde, on va dire politique, administratif, oui. et que vous aviez quand même une appétence justement pour tout ce qui était service public dès votre plus jeune âge. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est vrai. Moi, je suis issu d'une famille où ils ont été depuis des générations soit militaires, soit hauts fonctionnaires. Alors mon père était préfet, mon grand-père avait été préfet, mais il avait fait Saint-Cyr, il avait été militaire. Et si vous voulez, du côté de ma mère, il y avait eu aussi des généraux. C'était une famille dans laquelle la haute fonction publique et l'armée, c'était vraiment... Bon, c'est ça, la vie, c'était leur vie, quoi. Il n'y a pas de... Bon. Et alors, c'est vrai que tout petit, si vous voulez, moi, j'ai été formé comme ça. Mon grand-père paternel, qui avait été donc militaire, qui avait été grièvement blessé dans la guerre de 14-18, qui était un copain du général de Gaulle, lui avait été grièvement blessé, et après il était devenu préfet, après il avait pris sa retraite, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement rigoureux et il nous apprenait tout petit. Il y avait des choses il y avait le service du pays, la France, il y avait plein de choses, quoi, hein. Et en définitive, depuis tout petit, j'ai été baigné là-dedans. Alors évidemment, quand très vite, je me suis dit, je vais faire l'armée, parce que c'était dans la logique de la famille. Hein, je vais faire l'armée, et puis comme tous les autres. Et à l'époque, quand j'y pense maintenant, moi je voulais faire l'armée parce que je me disais, je vais essayer de me couvrir de gloire, plus décoré que mon grand-père. C'était difficile. Hein. Je vais vraiment montrer que vous avez pas mal réussi famille. Quand même. Comment ? Vous avez quand même vous êtes pas mal débrouillé dans le style. Oui, je me suis pas si mal débrouillé que ça, mais c'est vrai que à l'époque, c'était une vision un monde militaire un peu d'opérette en définitive. Hein, Après j'ai vu que c'était quelque chose de très sérieux. Justement, une question qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas du tout le monde militaire, et vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui a été très différent de ce à quoi vous vous attendiez ? Par rapport à ce monde d'opérette, c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est que c'est un monde d'abord d'efforts. On fait des efforts. Hein. C'est un monde dans lequel... Et si vous voulez, c'est un monde dans lequel on ne compte pas ses heures, quoi, hein. Quand on est en opération, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas les 35 heures. Il n'y a pas... Non. On est en permanence, jour et nuit, des semaines durant dans certains cas. Hein. On réalise, il y a le sens de la mission, c'est-à-dire le militaire, il apprend très vite et on lui apprend à l'importance de la mission. On doit tout donner pour la mission, y compris sa vie, hein, donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Il y a cette solidarité entre tout le monde. Les plus solides aident les plus faibles. Ça, dans l'armée, c'est permanent. Et les plus malins ou les meilleurs experts dans un domaine... dans ce domaine-là, c'est eux qui vont aider les autres et qui vont les faire avancer. Il y a c'est une communauté extrêmement solidaire, si vous voulez, et dans lequel les mauvais coups n'existent pas, parce que on est dans une... Vous savez, le monde militaire, c'est un monde dans lequel, comme on est confronté à une réalité terrible, en définitive, on est obligé d'être vrai. Celui qui a peur, il a peur. Celui qui se tient mal, il se tient mal. Il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas se camoufler par le verbe, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans un monde de verbes. On manie le verbe, et puis voilà. Hein, on fait de l'image, comme on dit. Là, ce n'est pas l'image. Là, on est dans la vie, la vraie vie. Et donc, c'est vrai que c'est à la fois enthousiasmant, parce que on se trouve dans quelque chose qui est très fort. Et ça crée des liens extrêmement forts avec les autres. De partager certaines choses avec d'autres, c'est extrêmement fort. Et d'un autre côté... C'est vrai qu'on est un peu isolé parce que tous ces codes, toutes ces habitudes, tout ce système fait qu'on est un peu marginaux par rapport au reste. Ça, c'est vrai aussi. On est presque entre nous, si vous voulez. Ça, c'est un problème d'ailleurs. C'est qu'il faut justement, ce qui a changé après, heureusement, c'est qu'il faut que l'armée fasse partie de la nation, quoi, avec tout le monde. Bien sûr.
Est-ce qu'il y aurait un souvenir que vous pourriez m'évoquer, me raconter, qui vous a particulièrement marqué peut-être de cette époque? Vous me parliez de peur, d'émotions fortes, un souvenir justement dans le vrai, dans cette vraie vie dont vous nous parlez, pour qu'on comprenne justement concrètement qu'est-ce que ça peut signifier. Il y a beaucoup de choses. Hein. Qui peuvent être dites. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, si vous voulez, une chose toute bête, mais vous savez, quand vous êtes, par exemple, vous allez faire une opération, vous allez sauter en parachute. Bon, c'est banal de sauter en parachute, mais quand vous sautez en parachute par nuit noire, avec quelques hommes derrière vous, qu'on voit rien, on voit pas le sol, on voit rien, et que c'est dans une zone qui est pas forcément très tranquille. Le fait, d'abord, l'être humain, il hésite toujours avant d'y aller. Et d'un autre côté, la responsabilité que vous avez avec des gens avec vous, c'est que non seulement vous ne devez pas hésiter, mais vous devez les entraîner. Donc, si vous voulez, et c'est des moments où effectivement, il y a des moments où on se dit, on est dans autre chose, quoi. Hein. Ouais, vous disiez, moi j'ai un souvenir il faut avoir fait du parachute pour ça, pour le savoir, de nuit par exemple, mais quand vous voyez dans l'avion et la porte est ouverte, vous avez le largueur qui est éclairé par la lampe qui est rouge, donc il y a un visage un peu rouge, vous voyez, c'est tout ce qu'on voit dans l'obscurité, on voit la lampe et la tête du gars, et puis il y a la lampe verte et là il va qu'il faut sauter. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression de quitter un monde de sécurité pour rentrer dans l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose de très fort, si vous voulez. Dans certaines conditions, bien sûr. Si c'est pour un truc d'entraînement, c'est pas un problème. Mais si vous sautez, par exemple, dans une zone où là, vous savez que vous risquez vraiment très très gros si on vous prend, c'est quelque chose. Oui. Par exemple, mais c'est un exemple, il y en a plein, il y a plein de choses. Mais d'un autre côté, il y avait aussi le fait que dans mes souvenirs, si vous voulez, je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être avec des hommes absolument d'exception. Hein. J'ai eu l'honneur, je le dis, d'avoir, à un moment de ma vie, d'avoir Bijard comme patron, le général Bijard. Bon, c'était un type extraordinaire, avec un charisme, avec une capacité d'entraînement qui était quelque chose de fantastique. Bon, c'est vrai que quand vous voyez des gens comme ça, il y en a d'autres. Hein, moi, je me souviens, bien sûr, c'est des noms que plus personne ne connaît. Hein, mais des gens qui avaient fait des choses extraordinaires. Et quand vous les voyez, que vous êtes avec eux, que vous vivez avec eux, ça vous grandit, si vous voulez. Le simple fait d'être avec des gens qui, humainement, sont des personnages d'exception, ça vous amène aussi à faire un effort sur vous-même, mais vous êtes en même temps, vous vous dites que la vie vaut la peine d'être vécue, d'avoir la chance de pouvoir fréquenter de temps en temps des gens d'exception. Et dans le monde militaire, j'en ai connu après des gens d'exception, mais dans le monde militaire, j'en ai connu un certain nombre qui restent pour moi des modèles d'engagement, d'honnêteté aussi, d'honnêteté intellectuelle, des gens qui ne transigeaient pas, c'était l'honnêteté... y compris de reconnaître leurs propres fautes. Enfin, ça va très loin. C'est drôle parce que quand vous me parlez, il y a un mot que vous avez utilisé, c'est le mot peur, qui est un mot qui souvent est dévalorisé. Oui. Et en fait, la peur, elle peut être aussi positive. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on vit beaucoup dans des climats de peur, alors même que finalement, par rapport à ce que vous me décrivez, clairement, on est dans une situation qui est quand même plus simple. Oui, c'est ça, c'est pas la peur. Vous savez, le maréchal de Turenne disait, tu trembles Carcasse, mais tu tremblerais encore plus si tu savais où je vais t'emmener. C'est ça la peur. La peur, ça se domine. Alors la peur aujourd'hui, c'est la peur du principe de précaution, si vous voulez, elle est effrayante, parce qu'on ne se domine pas du tout, au contraire, on s'abandonne. Ouais. Avant même que la peur arrive, on a déjà abandonné le combat. Alors qu'au contraire, ce qui est fantastique dans la peur, c'est quand on arrive à dominer sa peur, et qu'on découvre à ce moment-là que l'être humain a des capacités insoupçonnées, à partir du moment où il est capable de faire un effort sur lui-même, de se dépasser.
C'est la notion de dépassement. Il faut dépasser sa peur. Et c'est vrai que dans le monde actuel, c'est une chose qui me frappe moi actuellement, c'est que on n'apprend plus à dépasser sa peur. Au contraire, on apprend à en faire encore moins sous prétexte qu'on pourrait l'avoir. Alors évidemment, et ça c'est la condamnation à mort, hein, d'une vie ou d'une société, hein, à mon avis. Parce que justement, une société doit être capable d'affronter les difficultés. Si elle refuse d'affronter les difficultés pour une raison ou pour une autre, c'est une société qui est en crise et qui ne pourra pas s'en sortir. Et vous, Alain, face à des peurs, comment est-ce que vous avez fait pour justement essayer de la dépasser ? Parce que parfois, quand même, on est presque paralysé. D'abord par ma famille, parce que mon grand-père, quand j'étais petit, tout petit, mon grand-père paternel, qui était je vous l'ai dit, un ancien militaire, mais très dur. Très, très dur, vraiment très dur. Hein. J'ai été élevé à la dure par le grand-père, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand j'étais tout petit, par exemple, il nous entraînait. Alors maintenant, on ferait ça, je pense que tout le monde hurlerait en disant quelle horreur. Mais on avait une propriété dans la Creuse et on avait une espèce d'allée avec des arbres en descente qui faisait près de 100 mètres, 100 mètres. Avec un portail en bas, et à la nuit, après la nuit tombée, par exemple, il me disait, allez, va fermer le portail. Et je devais aller tout seul de nuit pour aller fermer le portail en bas. Il avait laissé volontairement ouvert, évidemment, pour qu'il aille le fermer. J'avais une peur panique à l'époque. Dans la nuit, avec des arbres autour, le bruit et tout seul, j'avais une peur panique. N'empêche qu'au bout d'un certain nombre de fois, je me suis aperçu que je pouvais très bien le faire. Et puis on apprend. Il y a l'apprentissage, si vous voulez. Hein. Et après, chez les militaires, je me souviens souvent des raids ou des opérations dans des zones en forêt en particulier. En forêt, les gens ne sont jamais à l'aise. Hein. Bah oui, on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. On ne sait pas ce qui peut vous tomber dessus, vous n'êtes pas à l'aise. Et je m'apercevais que justement, parce que moi, j'étais tout petit, on m'avait appris un certain nombre de choses. En définitive, j'étais un peu plus rassuré que les autres. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et le fait aussi de prendre son café froid le matin et de pouvoir se lever directement. Mais vous savez, c'est une question de mentalité. Moi, j'ai fait Compostelle à pied, vous savez. Bon. Et quand les gens m'ont dit, mais enfin, toi, tu n'es pas un mystique, tu n'es pas un croyant fanatique, bon, tu chantes pas des cantiques tous les jours, donc pourquoi tu as fait ça ? Et moi, je lui ai dit, je vais le faire parce que je voulais savoir ce que c'était. Parce que je me suis dit, pas possible qu'il y ait eu des centaines de milliers, des millions de gens qui aient fait ça, à pied. S'ils l'ont tous fait, c'est qu'il y avait quelque chose. Quoi ? Je suis sûr, c'est en marchant qu'on le trouve. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Mais pourquoi je vous disais ça ? C'est parce que quand j'ai fait Compostelle, à l'époque, évidemment, il y avait des auberges, il y avait des petits hôtels, il y avait tout ça. Il y avait des gens qui envoyaient leurs sacs avec des voitures, c'est la chose. Vous voyez ? Bon, moi, je l'ai fait j'avais qu'un sac de 30 kilos sur le dos, où j'avais de quoi tenir tout seul pendant 8 jours. Alors que je n'avais pas besoin, mais je me disais, il faut se mettre dans les conditions. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je me disais, il faut se mettre dans les conditions où tu fais ça, il faut que tu sois capable de se débrouiller tout seul. Alors tu portes tout ce que tu as besoin pour te débrouiller tout seul. Les autres, ils prenaient presque rien, et parce qu'ils disaient, mais non, puisqu'on va trouver un hôtel. Vous voyez, c'est un peu d'or. Peut-être que c'est moi qui suis fou, ça ne dit pas le contraire. Mais c'est une question, je vous dis, de mentalité. C'est extrêmement clair. Vous faites un certain nombre d'années dans le monde militaire, mais vous êtes passé ensuite de l'autre côté de la barrière, si je puis absolument. dire, pendant un certain temps aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé justement dans le monde civil ? Alors c'est une histoire amusante, parce que... Enfin, amusante, si on peut dire. J'étais militaire, et puis donc... un jour, je vais voir mon père, qui à l'époque était préfet, était plus un diplomate, il était devenu préfet, dans le sud de la France. Et il me dit, tu viens ce week-end, il y a Paul Ricard, qui était un grand industriel, qu'il connaissait, qu'il avait connu, et il y a Paul Ricard qui vient déjeuner. Je lui dis, écoute, j'arriverai après. Il me dit, mais non, on vient déjeuner avec... Bon, très bien, j'arrive. Et Paul Ricard, pendant le repas, on discute ensemble, un petit peu. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, voilà, moi je suis militaire, et puis qu'est-ce que vous faites ? Moi je fais du parachutisme, je fais plein de trucs, j'explique tout ce que je faisais, les opérations, tout l'environnement, mon environnement, si je peux dire. Et il me dit, ça c'est intéressant. Il me dit, mais
Tiens, j'ai bien envie de monter à l'île de Bain-d'Or, qui était sa propriété près de Marseille, entre Marseille et Toulon. Je veux monter un centre de plongée et de parachutisme. Il me faudrait quelqu'un comme vous pour s'en occuper. Très bien. C'est tout, puis ça s'arrête là. Bon. 1 an et demi après, il y a eu dans l'armée à l'époque, il y a eu pas mal de problèmes. Enfin, là où j'étais, hein. Moi j'étais ce qu'on appelle au service action, du SDEC à l'époque, c'est l'équivalent de la DGSE actuelle. Bon, et on a eu une sombre histoire avec une affaire. On a été mis en cause faussement dans une affaire qui s'appelait l'affaire Ben Barka à l'époque, d'un révolutionnaire marocain qui a été assassiné en France. Et il y a le général de Gaulle, qui était encore au pouvoir, était convaincu que le service avait participé, ce qui n'était pas vrai. Maintenant, c'est prouvé. Hein. Et donc, on a dit, tous les officiers du service qui ne sont pas des purs Saint-Cyriens, il faut qu'ils partent. Ils sont suspects. Voilà. On était devenus tous suspects. Et moi, et quand on m'a dit, bah, toi, tu vas partir, alors on va t'affecter dans un régiment classique, si vous voulez, j'ai dit, moi, non. Moi, je suis venu dans l'armée pour faire des choses qui m'intéressent. Hein. Je ne suis pas venu pour faire du maniement d'armes, les saluts au drapeau le matin. Donc, je m'en vais. Vous, c'était l'action. Voilà, l'action, et c'était vraiment l'action qui m'intéressait. Le reste ne m'intéressait absolument pas. Bon, donc j'ai dit, on arrête. Et j'ai dit, je vais quitter l'armée. Bon, à quoi les autres m'ont dit, tu es idiot. J'ai dit, non, moi, rien à faire. Bon, c'est comme ça, chacun son caractère. Bon, et là, je me suis souvenu de Paul Ricard, que j'avais vu 1 an et demi avant, et innocent, parce que j'ignorais tout du monde du privé. Mais alors tout. En plus, ma famille, je vous dis, c'est des fonctionnaires ou des militaires, donc j'ignorais tout. Et j'ai appelé Paul Ricard. Quand j'y pense maintenant, c'est parfois, vraiment... il faut oser. Ah oui, mais pensant que c'est vrai. Et je lui dis, voilà, vous m'avez vu il y a 1 an et demi, vous m'avez dit, je ne sais pas si vous avez recruté quelqu'un, mais moi, je suis preneur. Et Paul Ricard, à ce moment-là, alors c'est là où il a été malin d'ailleurs, et très sympathique, parce qu'il m'a répondu, écoutez, oui, ça tient toujours, allez voir mon directeur à Paris. Donc j'ai été voir à Paris les directeurs. Les directeurs, il y en avait 2. Il y en avait un qui s'appelait Charles Pasqua, hein, et un autre qui s'appelait Alain Trocmé, je m'en souviens. Et Pasqua, alors lui connaissait ma famille. Pasqua connaissait ma famille, parce que Juillet, il savait qui c'était. Bien même. Et Pasqua m'a dit, vous voulez venir chez nous? Oui, très bien, pas de problème, on vous prendra, mais qu'est-ce que vous savez faire? Ah, rien, parce que moi, à partir à la mitraillette, je ne savais pas faire grand-chose. Donc, il m'a dit, bon, on trouvera un truc, vous ferez du commercial. Il m'a dit, vous ferez du commercial. Je ne savais même pas ce que c'était, moi, le commercial. Hein. Bon, et le second, qui était Alain Trocmé, il s'appelait Trocmé, je m'en souviens encore, il me dit, bon, alors, d'accord, qu'est-ce que vous savez faire? Je lui dis, moi, je ne sais rien faire. Et puis, à un moment, je lui dis, le seul truc, c'est que moi, j'ai passé ma vie à l'extérieur, je parle anglais, je parle espagnol. Ah, alors là, son visage s'est illuminé, il s'est mis à me parler en anglais, et je lui ai répondu, évidemment, du tac au tac, je suis bilingue. Et là, c'est le déclic, si vous voulez. C'est-à-dire que lui s'est dit, celui-là, on peut l'utiliser à l'exportation. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de Français qui parlaient couramment l'anglais et l'espagnol en plus. Donc, il a dit, ça va, on va le mettre au commercial à l'exportation. Et donc, ils avaient tous les deux, ils ont dit, on le prend. Et donc, j'ai été recruté chez Ricard. Mais le père Ricard, lui, qui avait gardé sa tête, quand il a appris que j'avais été recruté, il m'a dit, bon, vous venez à Bain-d'Or, à l'île de Bain-d'Or, et puis on va voir, on va regarder ensemble pour la plongée et le parachutisme. Il n'avait pas perdu la tête. Il n'avait pas perdu la tête. Donc, je me suis retrouvé à Bain-d'Or, et là, je te jure l'histoire, j'ai été... je suis arrivé, il y avait du Mistral. Ah, je m'en souviens. Je suis arrivé à 7h. Alors, il m'avait donné rendez-vous à 9h le matin. Moi, un vieux bon militaire, à 7h du matin, j'étais au garde à vous, à 3 minutes à attendre, hein, pour être à l'heure. Bon. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un vent terrible, le Mistral. Et ouais.
Et je me suis dit, mais attends, avec le Mistral, on ne peut pas faire du parachutisme. Il fait trop de vent, on ne peut pas faire de la plongée parce que les eaux sont sales. Hein. Donc, ce n'est pas possible. Pour du plaisir, ce n'est pas possible. Donc, on a arrêté. Quand j'ai vu Paul Ricard, pas le matin, parce que ça a traîné, le matin, il n'était pas là. Enfin, bref, je ne vous passe sur les détails. Je l'ai vu l'après-midi, et la première chose que je lui ai dit, monsieur, il faut que je vous dise une chose pour être tout à fait honnête, c'est que si les conditions de mer et de vent sont comme ça, si vous ne pouvez pas monter un centre chez vous, c'est pas possible. Et ça, je me rendais compte, j'étais en train de m'assassiner tout seul, puisque moi, il voulait me prendre pour ça. Et j'ai eu un coup de chance, c'est qu'il m'a dit, bon, effectivement, j'ai compris, mais il a compris tout de suite. Lui, hein. Il m'a dit, bon, d'accord, mais vous en faites pas. Il a dû sentir que j'étais quand même, je me disais quand même, tu vois. Il m'a dit, vous en faites pas, vous allez rester avec moi, je vais vous apprendre le métier. Et j'ai eu la chance de travailler avec Paul Ricard pendant 6 mois, 7 mois, où j'ai été un peu son secrétaire, un peu secrétaire particulier. Et là, en 6 mois, il m'en a plus appris, comme avec les militaires avec qui j'ai eu le plaisir d'être, il m'en a plus appris sur la vie, le commercial, le social dans l'entreprise. Enfin, Paul Ricard était un patron révolutionnaire pour l'époque. Hein. Et c'était passionnant. Et là, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc, du coup, j'ai démarré. Alors après, une fois qu'ils ont tous considéré que j'avais su, que je savais faire. Puis chez Ricard, on faisait tout. Hein. On apprenait tous les métiers. Hein. À la chaîne, on travaillait à la chaîne, le garçon, on faisait les livraisons, on faisait tout. Hein. Cadre ou pas cadre. Hein. Tout le monde passait par une formation complète. Moi, j'avais eu la chance d'avoir Paul Ricard d'abord. J'ai eu la formation générale après. Et puis ensuite, ils m'ont dit, maintenant, tu prends ta valise et tu vas faire de l'export. Hein. Et j'ai commencé à tourner en Afrique, partout. C'était génial. C'est ça, vous avez fait ça pendant des années, quasiment tous les pays du monde, quoi. Paul Ricard, oui. Ricard, j'ai fait... C'est marrant, Ricard, parce que j'ai fait 19 ans chez Ricard. Incroyable. Long, quand même, hein. Ouais. 19 ans. Je suis rentré, donc, inspecteur export, enfin, du moins après le passage, la formation de départ. Hein. J'étais inspecteur export et j'ai terminé directeur général du groupe, du groupe Ricard. Donc j'ai fait vraiment tous les échelons de l'entreprise, tous, un par un. C'est une belle aventure, formidable aventure. J'ai énormément appris et j'ai beaucoup aimé. Où là, en plus, au fur et à mesure, je mélangeais, si vous voulez, ce que j'avais appris sur la gestion des hommes dans l'armée, ce que j'avais appris sur le plan technique un peu partout, mon expérience personnelle. Bon, c'était passionnant. Pour moi, ça a été une époque de ma vie dure, parce qu'on travaillait énormément. Hein. Là aussi, il n'y avait pas d'horaire. Hein. Mais c'était fantastique. Une fois encore, on en revient au fait que ne pas beaucoup dormir, ça a peut-être été un avantage. Ah oui, moi, je crois. Oui, ça, je pense. Vous dormez combien d'heures par nuit ? Ah, maintenant, je dors beaucoup. Je dors 6 heures. Mais beaucoup. Avant, je dormais 4-5 heures. Donc, je lisais beaucoup. Si j'avais à me caractériser, je dirais que je lis beaucoup. Quand vous avez rencontré Paul Ricard, vous m'avez dit il m'a tout appris, il m'a appris plein de choses. Est-ce que vous avez souvenir de quelques éléments marquants justement qui vous a appris, quelques enseignements ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce que vous avez découvert à cette époque ? Alors, une petite histoire amusante sur Paul Ricard. C'était quand, plus tard, après, quand je suis devenu directeur de filiale, on a monté des filiales étrangères, puis après directeur de la région pilote qui était Marseille, et qui était à côté de sa propre maison. Et souvent, j'allais dîner avec lui. On dînait tous les deux. Et il me passait plein de choses. Il me faisait lire plein de choses. Il m'expliquait plein de trucs. Et un truc que j'ai découvert avec lui, c'était... il parlait très bien en public. Il parlait, et puis il improvisait. C'était formidable. Bon. Et un jour... alors il réunissait le personnel. Moi, j'étais à côté. J'écoutais. Bon, et je le vois, il arrive, il avait une feuille de papier, il dit, il dit, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai préparé, je vais vous lire un texte que j'ai fait, et puis il s'arrête, il dit, puis je ne vais pas vous dire un texte, je vais vous parler avec mon cœur, je vais vous dire ce que je pense. Et puis il prend son truc, il en fait une boule de papier et il la jette. Bon. Et il fait un très bon discours. Et moi, je veux prendre le papier. Sur le papier, il n'y avait rien. Alors, ça m'avait frappé, parce que je me suis dit, attends, c'est du cinéma ce qu'il fait. Ouais. Bon. Et puis après, quand je l'ai beaucoup mieux connu, quand j'allais le soir dîner avec lui chez lui,
il m'a montré les centaines de brouillons qu'il écrivait. En définitive, il faisait son discours, il l'écrivait, et puis après, il l'apprenait par cœur, pratiquement. Et c'est vrai que c'était, pour l'époque, maintenant il y a plein d'autres trucs, mais pour l'époque, c'était fascinant, parce qu'il faisait de bons discours. Et j'avais vu ça, le général de Gaulle. De Gaulle aussi. De Gaulle, il apprenait ses discours, il les écrivait, il les apprenait. Et il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait rien à l'époque. Ouais. Et il faisait des discours, et qui étaient justement... c'était conçu, c'était réfléchi, il y avait une vraie base, il y avait un vrai message, quoi. Et je trouve souvent regrettable aujourd'hui, c'est que dans cette espèce d'utilisation du verbe, si vous voulez, derrière le verbe, il n'y a souvent pas grand-chose, quoi. Alors que justement, ces hommes, j'en ai connu d'autres, mais ces hommes d'exception, c'était des hommes, tous, c'était des gens qui travaillaient beaucoup, mais aussi qui avaient une volonté de faire passer des messages. Parce que c'est le message qui crée l'espérance. Ou la foi dans l'avenir, c'est le message. C'est pas le verbe. Le verbe, on se noie dans le verbe. Alors que quand vous avez un vrai message qui passe, que les gens le reçoivent et le ressentent, alors ça les motive et ça les encourage à croire à la suite. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi au monde de l'entreprise ? Bien sûr. Bien sûr, au monde de l'entreprise. Vous savez, mais on peut l'attribuer même aussi aux États. En France, si les gens se posent tant de questions, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ne voient pas leur avenir. Je me souviens quand Kennedy, aux États-Unis, Kennedy a été un personnage, à l'époque, adulé. Maintenant, on comprend qu'il était beaucoup moins brillant qu'on le croyait. Mais Kennedy, il a fait une chose extraordinaire. Quand les gens maintenant oublient, j'y pense parce qu'on a vu l'anniversaire de Gagarine, c'est de la semaine dernière. Quand les Russes ont envoyé un type dans l'espace, le Gagarine dans l'espace, premier homme dans l'espace, pour les Américains, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais ça a été une humiliation absolue. Parce que l'Amérique, qui se voulait la première et la plus grande puissance du monde, voyait des pays avec lesquels tous les opposaient. L'Empire communiste, l'Union soviétique, c'était vraiment l'opposition totale. Les Soviétiques avaient réussi à mettre un type dans l'espace, et eux, les Américains, ils avaient envoyé une fusée avec un pamplemousse qui s'appelait Vanguard, et en plus, elle avait explosé en vol. Donc, c'était la honte, l'humiliation. Et le coup de génie, et c'est là où on revient, le coup de génie de Kennedy, ça a été quoi ? Ça a été de dire aux Américains, c'est vrai, ils viennent d'envoyer un type dans l'espace, mais nous, dans 10 ans, on sera sur la Lune. Et en disant ça, il a mobilisé l'Amérique pendant 10 ans. Il a donné une perspective. Les gens y ont cru, et ils se sont dit que c'était formidable, qu'on allait y arriver, et ça a remotivé. Et l'Amérique est un pays pionnier, donc ils se sont remotivés, et ils ont réussi effectivement, 10 ans après, à envoyer 3 types là-haut, dans des conditions... Alors quand je pense en France, avec le principe de précaution, on ne les aurait même pas mis dans la fusée. Même pas. C'est vrai qu'ils avaient plus on les aurait laissés au sol. Ça, c'est clair. Avec nos idées à nous, on n'aurait pas... Bon. Mais les Américains ont pris tous les risques. Les types, ils savaient qu'ils jouaient leur peau. Mais l'enjeu le valait. Bon. Et ils ont été sur la Lune. Et je me souviens, comme tous ceux qui ont vécu, je pense, cette soirée-là, je me souviens, cette nuit-là, moi à l'époque, j'étais patron d'une filiale de Ricard à Épinay-sur-Seine. Et je me souviens, à 2h du matin, les types s'étaient posés dans la soirée, pour les Français. Bon, ils étaient sur la Lune, ils n'avaient pas encore marché. Ils étaient déjà posés, et il était 2h du matin ou 1h du matin. On avait vu les premières images depuis leur véhicule. Enfin, du moins leur véhicule, leur fusée. Et je me souviens, je suis sorti dans la rue, et je me suis rendu compte, c'est la seule fois où j'ai vu ça, toutes les lumières étaient allumées, il y avait plein de gens dans la rue, et tout le monde regardait en l'air. Et je me suis dit, tu es en train de vivre quelque chose qui est exceptionnel. Ouais. Parce que quand Colomb a découvert l'Amérique, personne n'a rien su. Là, c'était en direct. C'est incroyable. Et ça, c'était extraordinaire. Mais et là, l'Amérique... Là, je peux vous dire, ce jour-là, le monde entier a dit l'Amérique, c'est vraiment les plus forts. Alors que 10 ans avant, ils étaient à la ramasse. Donc c'est ça qui est... Je crois que c'est... Et souvent, moi, je vois dans les entreprises, alors là, j'en ai dirigé un certain nombre, et puis surtout,
le sort a voulu, ou le sort, ou je sais pas. Mais enfin, tu aurais dit que beaucoup d'entreprises que j'ai dirigées, c'est des entreprises à redresser. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu... D'abord, je m'ennuie quand c'est un truc à gérer tous les jours, ça ne m'amuse pas. Hein, donc, moi, j'aime bien des vrais problèmes. Hein. C'est clair, hein, je ne change pas. Hein. Et donc, j'ai eu plusieurs entreprises à redresser. C'était laquelle, je suis désolée, la plus coriace ? Ah, il y en a eu de durs. Hein. J'ai redressé facilement Jacob Suchard en France, hein, parce que ça, oui, il fallait une organisation, une motivation et une bonne équipe. Et j'ai eu la chance de recruter, souvent ça a été le cas, mais j'ai eu vraiment des formidables collaborateurs et collaboratrices. Hein. Chez Suchard, j'avais eu, comme directrice du marketing, j'ai eu une femme qui était une jeune femme, tout à fait remarquable, qui est terminée directrice générale de Coca-Cola Europe. Hein. Incroyable. Dominique Réniche, qui était une fille fantastique. Hein. Bon, je garantis qu'elle valait 1000 fois la plupart des hommes qui étaient autour. Hein. C'était quelque chose. Hein. Bon, eh bien, c'est vrai, quand vous avez une équipe de gens qui sont tous des vedettes dans leur domaine, hein, quand vous arrivez à les piloter, à les coordonner pour que ça marche, c'est fantastique. Alors là, ça marche, mais c'est extraordinaire. Marcher sur l'eau. Ah oui, exactement. En définitive, après, c'est facile. Une fois que vous avez commencé à vous avez motivé, que vous avez choisi les gens, après, c'est facile. Ça se résume un peu à ça, finalement. Hein ? Ça se résume un peu à ça, finalement. Mais oui. Mais oui. Mais souvent, les problèmes, vous savez, dans les entreprises, souvent, les problèmes viennent du fait que les gens sont coupés les uns des autres, les gens se battent les uns contre les autres. Évidemment, c'est pas bon. Et puis, les gens donnent de mauvais exemples. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein ? Mais si vous avez des cadres supérieurs qui donnent l'exemple, qui s'entendent bien et que tout le monde est motivé vers un objectif qu'on s'est fixé, je vous garantis que dans 99,9% des cas, ça marche. Hein. Je sais que vous donnez aujourd'hui pas mal de cours, notamment des cours de gestion de crise et de stratégie. Oui. Et là, tout ce que vous me dites, ça me fait bien penser à de la stratégie. Oui, bien sûr. Et c'est de la stratégie. Et je voulais... alors, on ne peut pas malheureusement faire un cours entier ici, mais peut-être avoir quelques-unes on va dire, des croyances les plus fortes, ou en tout cas des choses en lesquelles vous croyez les plus fort pour aider quelqu'un à construire une stratégie, parce que c'est un mot finalement qui est un peu fourre-tout. Oui, c'est vrai. Et on se dit, voilà, on va se fixer une mission, mais souvent c'est un petit peu pipeau quand même. Il y a des éléments que je viens de vous donner, mais il y a déjà une chose, il y a plusieurs choses qui sont indispensables, si vous voulez. C'est d'abord, il faut bien se connaître, et il faut bien connaître ce qu'on a autour, ou ce qu'on a en face. C'est-à-dire qu'il y a un problème au départ qui est essentiel, c'est de savoir comment on est réellement, ce qu'on est réellement. Parce qu'on a toujours tendance, c'est humain, a toujours tendance à se considérer meilleur que l'on est en réalité. Il ne s'agit pas de dire je suis mauvais, mais il s'agit de dire, parmi tout ce que je sais faire, parmi tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on ne peut pas améliorer. Ce que les Américains appellent le benchmarking. Hein. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut connaître, bien entendu, aussi le reste. Parce que si on regarde tout seul, on se regarde nos nombrils en disant « je suis le plus beau », on ne peut pas arriver à grand-chose. Il faut se dire quels sont les autres, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, quels sont leurs produits, leurs idées. Bon. Donc, il y a une connaissance de la concurrence, de l'environnement et de soi-même. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. La deuxième, c'est à partir de là, et là on est en plein dans la stratégie, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire qui va vous différencier des autres. Ou si on est comme les autres, qui va vous permettre d'être meilleur que les autres. Hein ? Et dans ce cadre-là, je reviens à ce que je vous disais, il faut avoir une vision à court, moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que pour motiver les gens, il faut leur donner des étapes. Si vous leur dites ce que je disais tout à l'heure, dans 10 ans, on sera sur la Lune. OK, c'est sympa, c'est bien, c'est un bel objectif. Mais pendant 10 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne vont pas attendre. Il faut leur dire, voilà, dans un premier temps, on va faire une fusée. Dans un deuxième temps, on l'enverra dans l'espace et on fera des rendez-vous dans l'espace. On va faire un espèce de calendrier, pas forcément précis sur les dates, mais qui vous permet, pour ceux qui sont avec vous, de se dire, voilà, étape à franchir, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Puis de voir le progrès. Et oui, c'est exactement. Exactement. Alors, une fois que vous avez ça,
Après, il faut qu'il y ait les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, qui sont capables de mener ça à bien. Et j'ai remarqué souvent qu'un des problèmes qu'il y a, c'est le fait que la communication étant très mauvaise entre le haut de l'entreprise et le bas de l'entreprise, les gens ne savent pas. Donc, tout ce que je vous raconte là, il faut que ce soit adopté par l'encadrement, bien sûr, parce que c'est eux qui vont le piloter, mais il faut que toute l'entreprise en ait conscience. Et que l'entreprise, on l'informe en disant, vous savez, on avait dit ça, mais regardez, on vient de franchir telle étape ou telle étape. Parce qu'à ce moment-là, c'est une mobilisation générale de tout le monde. Et ça, je l'ai appris avec Ricard. Paul Ricard, il était, sur ce côté-là, il était absolument fantastique, parce qu'il avait cette capacité, justement, à projeter les gens en avenir et à les motiver. Hein, avec, bien sûr, et là, il y a on n'en parle jamais en stratégie, mais c'est la corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est que de même qu'il faut informer les gens, il faut que les gens aient confiance et que les gens soient satisfaits. Donc, si vous voulez, il y a un côté social. Moi, je fais partie de ceux qui croient que une entreprise se doit d'être sociale. Ça ne veut pas dire d'être la pagaille et tout ça, pas du tout. Hein, il faut tenir les rênes et solidement. Mais il faut que les gens ne se sentent pas pénalisés, au contraire. Il faut qu'ils se sentent reconnus. Ils sentent que ça soit dans juste. Tous les domaines. Il faut qu'ils sentent que ça soit juste, peut-être. Oui, exactement. C'est la justice. Vous savez, quand vous redressez une entreprise, moi je vois, j'ai eu, à la fin, la dernière que j'ai eu à redresser, c'était Marks & Spencer. C'était pas un redressement d'ailleurs. C'était, les Anglais avaient décidé de vendre Marks & Spencer France, et compte tenu des règles internationales sur les cessions de sociétés et autres, ils étaient obligés de faire ça un matin, entre 8h et 9h, et ils ont annoncé dans toute l'Europe qu'ils fermaient les magasins entre 8h et 9h du matin, et évidemment les syndicats, tout le monde ici, ça a hurlé, avec raison d'ailleurs. Bon. Et le gouvernement s'en était emparé en disant mauvais anglais, scandaleux et tout. Bon. Et une fois qu'ils avaient fait toutes ces bêtises, il fallait quand même fermer la société. Bon. Et des copains qui avaient été consultés par les Anglais m'ont dit, mais tiens, ça c'est un truc pour toi. Donc c'est compliqué. Et ils ont dit aux Anglais, il y en a un qui pourrait accepter une mission pareille. Hein, et c'est des grands patrons d'entreprise. Quand on les retrouve aujourd'hui, ils rigolent encore, parce que c'était un vrai piège. Ils disaient, à l'époque, ils avaient tous dit, mais il n'y a que lui qui est fait. Pour faire un truc pareil, il faut l'appeler. Bon. Et moi, j'ai été voir les Anglais, et quand ils m'ont expliqué leur truc, donc voilà, on a décidé de fermer, je leur ai dit, vous êtes conscient que vous avez annoncé que vous allez fermer, vous ne pouvez pas quand même vous penser que les gens qui sont chez vous, ils sont contents. Donc on est dans une situation ingérable. Hein, vous ne pouvez pas y arriver. Et puis après, en les écoutant, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait un truc qu'ils avaient oublié complètement, parce qu'ils ne connaissaient pas les lois françaises, c'est qu'en France, si vous vendez un immeuble, une société, si vous voulez, le personnel est transféré avec la société. C'est vrai. Hein? Donc je leur ai dit, j'ai dit aux Anglais, j'ai dit, écoutez, moi, si vous me laissez les pleins pouvoirs, je suis prêt à tenter le coup, parce qu'on va vendre les magasins, mais en même temps, on transférera le personnel. Et à ce moment-là, il n'y a plus de licenciement. Bon. Et donc, je suis revenu, alors ils m'ont dit oui, évidemment, ils étaient en perdition. Alors, bon, ils m'ont dit oui. J'ai pris la direction dans des conditions rocambolesques, parce que vraiment, c'est un truc de fou. Et tout de suite, j'ai été voir les politiques. Il y avait Martine Aubry, il y avait toute l'équipe qui était au pouvoir à ce moment-là, avec Lionel Jospin comme Premier ministre. Et je leur ai dit, voilà, je suis le patron de Marks & Spencer. Comment ? Vous êtes le patron de cette boîte de salopards. En gros, c'était ça. Et j'ai dit, mais attendez, je suis là parce que moi, il n'y aura personne de licencié. Je vais fermer sans licenciement. Ils m'ont dit, c'est pas vrai, vous mentez. J'ai dit, OK. Je vais voir les syndicats de Marks & Spencer et je leur ai dit, pareil, je leur ai dit, écoutez, voilà ce que je vais faire. Hein, on va vendre, mais on va vendre en jouant sur tel et tel article de loi. Donc, je vous garantis que je vous recasse tous. C'est pas vrai. Bon. Et en plus, c'était d'autant plus dur pour eux, mais ça, vous allez comprendre aussi, hein, ce que je disais sur le plan social, c'est que c'était une entreprise, il y avait 19 nationalités différentes. Toutes les boîtes anglaises, elles sont très internationales. Hein. Il y avait 19 nationalités, des gens qui venaient de tous les coins du monde et qui se disaient, si je perds mon emploi, je n'en retrouverai plus. Oui. Donc j'ai tout perdu. Donc, et en plus, c'était une majorité de femmes. Donc c'était vraiment... Donc elles étaient encore plus angoissées. Et c'est normal, parce qu'il y avait la famille derrière. Hein. Bon.
Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déroulé ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire. Vous ne me croyez pas. Je leur ai dit d'entrée, je sais que vous ne me croyez pas. Vous étiez cash, quoi. Bon. Vous ne me croyez pas, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais voilà ce que je vais faire et voilà les étapes. Alors là, vous ne me croyez pas, mais à la première étape, on se réunira et vous verrez que je l'aurai fait. On verra. J'ai dit ok, on verra. Et puis la deuxième étape et la troisième. Et au fur et à mesure que j'ai fait les étapes, alors là, ils ont dit au début, ah mais il dit peut-être la vérité. La deuxième fois, ils ont dit, il dit la vérité. Troisième fois, ils ont commencé à y croire vraiment. Quatrième fois, ils étaient derrière moi. Ouais. Et je vous passe les trucs, parce que ça n'a pas empêché qu'ils m'ont 2 fois, ils m'ont bloqué dans mon bureau pendant 48 heures, ils m'ont fait des trucs sanglants. Ils vous ont enfermé dans votre bureau pendant 48 heures? Ah oui, il y a des trucs, j'étais menacé avec des couteaux dans une main, des trucs de fou. Bon, vous étiez habitué à l'action en même temps. Mais oui, ça me rappelle une histoire, ça va vous amuser, puisque j'étais... Et moi, je les comprenais, les gens, parce que je comprenais ces pauvres gens, parce que pour eux, c'était dramatique, Bon, moi, j'étais là pour essayer de trouver la solution, mais eux, ils jouaient leur vie sociale, sociétale, les pauvres. Bon, et ils envahissent un jour, donc ça, c'était incroyable. Une fin d'après-midi, ils envahissent les bureaux. On était à côté de Galerie Lafayette, et ils envahissent les bureaux, et puis moi, ils viennent me voir, ils disent, voilà, on occupe les bureaux, vous êtes dans votre bureau, vous sortez plus, vous êtes enfermés, et on va vous recevoir toutes les heures dans la salle du conseil d'administration, pour que vous cédiez. On va vous demander des choses et il faut que vous cédiez. Là, c'était mal me connaître. Oui, je dois dire qu'ils ne sont pas attaqués à la meilleure personne. Non, c'est sûr qu'ils avaient mal choisi, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ouais. Ils ne leur avaient pas dit non plus, tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit, toutes les heures... Il me faisait venir. Alors, il y avait les syndicalistes, hommes et femmes, qui étaient là, et une majorité de femmes, comme je vous disais, et tout le monde me disant, alors, il faut dire aux Anglais, ça et ça. Je dis, non, je dirais rien du tout aux Anglais. Pas. La nuit se passe. Bon. Ils sortent peu, ça ne me dérangeait pas trop. Voilà, vous lisez dans votre bureau. Voilà, je suis dans mon bureau, tranquille. Écoutez, à 7h du matin, je me suis dit, quand même, il faut faire quelque chose. Là, on est dans une impasse, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai eu une idée. J'ai appelé le café qui était en bas. Et je lui ai dit, voilà, vous savez où sont nos bureaux? Oui, bien sûr, monsieur, très bien. Je lui ai dit, voilà, vous allez monter des cafés, je crois que c'était une quarantaine ou cinquantaine de cafés, et du café au lait, et vous allez amener des croissants. Alors bon, les types, ils montent depuis le RUC, et à l'entrée, qui était gardée par les syndicalistes et tout le monde, ils arrivent à un truc, et les gars disent, ça c'est quoi? Ils disent, c'est monsieur Juillet qui a commandé ça. Alors, comment? Tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est scandaleux. Ils se précipitent dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais ça, c'est des cafés et des pains au chocolat ou des trucs que je paye de ma poche pour vous, parce que vous venez de passer la nuit sans rien manger dans les bureaux. Je pense que vous devez commencer à avoir envie de prendre un petit déjeuner, et moi, je vous le paye, parce que vous m'ennuyez, mais je ne vous en veux pas. Et là, je vous garantis que ça leur a fait un coup. Ils ne s'y attendaient pas. Incroyable. Vous voyez? C'était le premier pas. J'ai commencé à avoir avec eux de bonnes relations. Vous voyez? Et à la fin, une de mes grandes satisfactions, ça a été alors plus tard, quand j'ai tous recasé. En plus, on a fait un super truc parce que tous les salariés ont eu deux propositions de salaire différentes, 2 propositions de postes différentes. On a vraiment fait vraiment un beau travail, magnifique. Sur le plan de... Tout le monde l'a reconnu. Maintenant, c'est cité dans les écoles de commerce, cette affaire-là. Et ce qui est amusant, c'est que plus tard, alors quelques mois plus tard, j'avais 2 délégués féminines. J'avais une CGT qui était une dure à cuire, et une autre qui était CFDT. Et alors après, elles étaient parties. Un jour, elles sont venues me voir, toutes les 2, en me disant on est contents parce que ça s'est bien terminé, on a bien négocié, c'est bien. Elles étaient contentes, toutes les 2. Et elles m'ont dit, mais nous, on a un vrai problème parce que nous, on ne trouve pas de boulot. Parce que comme la presse a parlé de nous, on est grillés. Et là, je me suis rendu compte. Alors, je dis, allez, je vais m'occuper de votre carrière. Et je les ai reclassées toutes les 2. C'est moi qui ai décroché le téléphone pour dire, mais c'est des filles formidables.
C'est pas parce qu'elles sont battues pour les autres, on ne peut pas les condamner pour ça. Vous voyez, comme quoi... Alain, je vous remercie 1000 fois parce que franchement, là, vous me sortez du caviar, en fait, que des anecdotes et que des histoires, mais qui sont tellement justes, qui sont tellement vraies. Le temps passe. Et du coup, il faut que je vous pose quand même d'autres questions. Bien sûr. Il y en a une quand même que j'ai comme ça sur le bout de la langue depuis un moment parce que, donc on parle un petit peu entre nous, mais vous avez fait tout ça. Oui. Et puis en plus, vous faisiez d'autres choses, si je ne me trompe pas. Pas mal d'autres choses. Pas mal d'autres choses, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces autres choses et comment vous avez fait, enfin comment on s'organise pour vivre un peu quand même de vie en même temps, si je ne me trompe pas? Si vous voulez, non, le problème, oui, si vous voulez, comment vous dire ça? Quand on aime bien son pays, d'une part, quand on est attaché à un certain nombre de valeurs, et puis quand on sent qu'on peut aussi rendre service, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. C'est un peu logique, si vous voulez, qu'on se mette à disposition. Alors bien sûr, c'est pas facile quand vous travaillez, quand vous avez des fonctions qui vous occupent beaucoup de temps. Ouais. C'est pas facile. Mais quand j'étais, par exemple, à l'exportation, quand je travaillais à l'exportation, je voyageais dans les pays étrangers. C'est vrai que j'avais des opportunités de faire des choses en pays étrangers que personne d'autre pouvait faire. C'est pas trahir de secret de vous dire que moi j'ai fait... Par exemple, j'étais en Russie à l'époque de Brejnev et des autres, il y avait très peu de Français qui se promenaient en Russie. C'est ça. Et moi, j'avais une très très bonne relation en Russie, très bonne avec les Russes. Pourquoi? Parce que d'abord, je vendais de l'alcool. Et donc, pour les Russes, c'était... attendez, oui. Je leur vendais de l'alcool, on achetait aussi de l'alcool de chez eux, on leur en vendait. Bon, on avait d'excellentes relations avec eux, et c'est vrai que ça nous facilitait les choses pour avoir un certain nombre d'informations, pour avoir un certain nombre de choses. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que quand ensuite j'ai été nommé directeur du renseignement à la DGSE, alors beaucoup plus tard, enfin quelques années plus tard, c'est à ce moment-là que eux, les Russes m'ont identifié, c'est-à-dire ils m'ont dit, quand j'étais les voir, alors là, officiellement, si vous voulez, après, il y en a un qui m'a dit, mais vous, on vous a déjà vu, vous, ici. Et puis un certain nombre de fois, je dis, bah oui, pendant près de 10 ans, je suis venu régulièrement. Et on vous a jamais... j'ai dit non. Et là, ça les a perturbés, quand même. Alors qu'en plus, il ne devait pas être facile à berner, quand même. Bah oui, mais la preuve, c'est que ça marche. Ouais. Mais vous savez, c'est aussi les choses. Il y a des choses que vous pouvez faire parce que vous êtes dans un environnement. Si vous allez voir dans un pays, si vous correspondez à des besoins d'un pays donné, si vous amenez des solutions intéressantes, les gens vont vous recevoir et vous apprécier. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on peut en profiter pour faire, durant les heures non occupées par le travail, on peut faire d'autres choses. Ça fonctionne très bien. Pour les personnes qui nous écoutent, bon, on reste assez discret, vous et moi, sur tout ça, mais est-ce que vous pourriez nous dire quand même, pour des personnes qui ne connaissent rien au monde du renseignement, concrètement, c'est un peu quoi la vie de quelqu'un qui vit la vie du renseignement, si vous voulez, il faut bien voir que c'est, pour la plupart des gens qui travaillent dans le renseignement, c'est pas du tout James Bond, c'est clair. James Bond, si vous voulez, c'est un truc... c'est amusant, c'est sympa. Mais c'est pas ça. En réalité, c'est la recherche et l'accumulation de renseignements, de petites informations qui, mis bout à bout, vont vous permettre de comprendre les choses. Et à partir du moment où vous aurez justement... acquis ces informations, que vous aurez réfléchi, que les meilleurs spécialistes parmi vous, ceux qui ont le plus d'expérience, en croisant tout ça, vont dire mais là il y a probablement quelque chose où il faut... En définitive, on arrive à construire ce qui est le plus proche possible de la réalité. Parce que le renseignement, c'est ça. C'est un métier de journaliste, en définitive. Oui, c'est un métier de journaliste, mais c'est un métier de journaliste dans lequel... On va aller vers beaucoup de choses qui ne sortent pas. Le journaliste aussi, un journaliste d'investigation, il va chercher des choses qu'on ne sait pas. Mais là, dans le renseignement, vous allez chercher beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir normalement. Il va falloir franchir certaines limites, à savoir où aller chercher pour trouver les réponses.
Mais pour moi, un journaliste d'investigation peut parfaitement être un agent de renseignement et réciproquement d'ailleurs. Ah, ça, je l'affirme oui fort. Je le dis souvent à des amis journalistes. Je leur dis, on a fait le même métier. Hein. On fait le même métier. J'ai une question quand même qui me taraude, que je suis obligée de vous poser. Alors, vous, c'était peut-être particulier parce que vous étiez militaire, mais comment est-ce qu'on devient agent de renseignement ? À quel moment est-ce qu'en fait, ça arrive, quoi ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, écoutez, ça peut être une volonté. Hein. On peut postuler. Bien sûr, vous pouvez postuler. Rien exact. Et je vais vous dire, à l'époque où j'étais dans ces affaires-là, bon, c'est vrai qu'il y avait une branche, c'était les militaires, et puis une autre, il y avait des fonctionnaires qui faisaient ça, mais c'était pas les militaires étaient majoritaires. Bon, aujourd'hui, les civils sont majoritaires, et il y a un concours d'entrée qui est très dur, hein, parce que vous avez 3000 candidats pour 50 places. Hein. Et donc, on peut postuler, et puis si on est bon, on peut réussir. Moi, je connais, évidemment, je ne vous donnerai pas les noms, mais hein, j'ai eu des jeunes femmes comme vous qui sont venues me voir, qui me disent je voudrais être dans les services de renseignement. Moi, je leur ai donné tous les tuyaux pour qu'elles puissent commencer à faire ce qu'il fallait. Et il y en a, en tout cas, j'en connais au moins 2 qui sont dedans et qui sont des formidables agentes. Et c'est quoi les tops, hein. C'est quoi les qualités du coup, je pose la question. C'est le nécessaire, sérieux, les talents. C'est le sens de la mission, c'est le fait que il faut réussir sa mission, le sérieux, l'honnêteté intellectuelle, très important. L'honnêteté intellectuelle très très importante. Et c'est pas facile. Et puis le travail, parce qu'il faut beaucoup travailler. Ouais. Si vous voulez, c'est pas quand on voit, c'est pas uniquement au casino ou en buvant un whisky, un martini, gin que ça marche. Hein. Si c'était uniquement comme ça serait sympa, mais peut-être un peu trop facile. Surtout que James Bond, en général, il n'a qu'un métier d'une certaine manière en même temps. Oui, exactement. Alors que bon, il y en a d'autres, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alain, pour terminer, une dernière question à ce sujet, c'est quand vous êtes devenu vous avez été à la tête. Oui, j'étais directeur du renseignement, numéro 2 du service, oui. Exactement. Alors c'est là où ça s'est révélé, parce que quand j'avais été au débat au service action au départ comme officier, comme sous-lieutenant et comme lieutenant, personne ne savait. Et puis moi, on n'en parlait pas. Et j'en aurais jamais parlé, mais quand j'ai été nommé directeur du renseignement, les journalistes ont posé la question à Michel Hélio-Marie, qui était à l'époque ministre de la Défense, en disant « Mais comment ça se fait que vous nommez un chef d'entreprise à ce poste-là ? Parce que c'est quand même... Il n'y connaît rien. » Et elle a rigolé. Elle a dit « Attendez, non, on nomme pas un poste comme ça quelqu'un qui n'est pas vraiment du système. » Donc c'est là où, à ce moment-là, tout le monde a compris que... Et ça m'a posé quelques problèmes auprès de certains de mes amis qui l'ont très mal pris. Ah oui ? Ah oui, très mal pris. Bon, ils peuvent le comprendre quand même. Enfin, vous ne pouvez pas le raconter. C'est scandaleux, comment voilà. Bon, c'est pas grave, mais je m'en fiche. Hein. Non, mais c'était et le meilleur, si vous voulez, je vais vous dire, celui où j'ai le plus apprécié, c'est quand je travaillais, quand j'allais en Union soviétique, à l'époque, j'avais été au départ, les premiers voyages, je les ai faits avec des gens qui étaient proches du Parti communiste. Hein. Pour mes missions, pour Ricard. Hein, donc c'était pas du tout, il n'y avait pas de... Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé pour la suite. Et quand ils ont découvert que j'étais au service de renseignement, là, moi je me suis dit, ceux-là, ils vont m'en vouloir à mort. Parce que c'est... Bon. Eh bien, pas du tout. C'est là où je les ai beaucoup appréciés, parce qu'ils m'ont dit, il y en a un qui m'a téléphoné, qui restait un grand ami à moi, un grand monsieur, et qui m'a téléphoné, qui m'a dit, tu nous as bien eu. J'ai dit non, je ne vous ai jamais eu. Parce que j'ai jamais mêlé de quoi que ce soit. Il me dit, ça c'est vrai. Je dis, ouais, mais quand même. Il m'a dit quand même. C'est pas mal. Mais c'est ça qui est fou, c'était le point où je voulais en venir, c'est que malgré tout, c'est ce côté, en fait, d'être un peu dans le secret, quand même, oui, et notamment vis-à-vis de personnes proches, ça doit quand même être un peu pesant, non ? Ou pas tellement ? Non, écoutez, moi, la seule personne qui savait que ce que je faisais, c'était ma femme. Parce qu'elle m'avait connu, elle m'avait vu quand j'étais officier au service action. Donc là, elle savait, elle connaissait beaucoup le système. Mais mes enfants ne le savaient pas, et c'était tant mieux pour eux. Hein. Parce que si un jour il y avait un problème, il ne faut pas mêler la famille. Hein. Oui. Bon, c'est ça qu'il faut toujours penser. Surtout maintenant, si vous voulez. Parce que il y a une époque où, quand même, on ne touchait pas à la famille. Mais aujourd'hui, avec les islamistes, par exemple,
Les islamistes, ils vous tuent les femmes et les enfants aussi facile. On le voit, hein, ils n'hésitent pas. Hein. Donc il faut être très prudent, il faut penser à sa famille, il faut la protéger quand même. Donc le secret, c'est une nécessité dans le cadre de l'action, mais c'est aussi une nécessité au niveau familial pour protéger son environnement. Hein. Moi, quand mes enfants ils ont appris dans le journal, quand j'étais nommé directeur du renseignement, que j'étais là-dedans, ça devait être quelque chose. Ça a été quelque chose. Ils l'ont pris comment? Ils l'ont pris comment? Ah, ils ont été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est ça, je me dis. Après, alors, chacun après a réagi à son caractère. Mes filles et mon fils ont réagi chacun avec leur caractère. Alain, pour terminer, j'aime bien poser quelques petites questions récurrentes. J'appelle ça le crible du gratin. Il y en a une que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec? Un échec dont vous vous rappelez parce qu'il vous a appris quelque chose sur vous-même, sur la vie, un grand enseignement, quoi. Ah oui, j'en ai eu plein d'échecs. Hein. C'est dans les échecs qu'on apprend. Ça, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est les échecs qui vous font progresser. C'est pas la réussite. La réussite, elle ne fait pas progresser. Ou alors, dans l'armée, on fait toujours les retours sur expérience qu'on appelle les rétex en termes militaires. C'est-à-dire qu'après une opération, on se réunit, on dit, bon, voilà, l'opération s'est faite, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quand ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. On essaie de comprendre pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est vrai que dans la vie, on fait des erreurs. Moi j'en ai fait des erreurs. Hein. J'ai commencé, je me souviens et des erreurs même bêtes, si vous voulez. Vous voyez, quand j'étais militaire, par exemple, quand on faisait l'école pour être officier. Hein. C'est à Montpellier. Bon, on a fait un raid. On a fait un raid un moment un peu près de Montpellier, dans la garrigue, comme on dit là-bas. Bon, et je sais que c'était un raid très long. Et donc, tout le monde était fatigué. Et je me souviens, moi, je crois la deuxième nuit, où j'étais crevé. Et à un moment, je me suis assis, et puis j'ai dit, quand même, c'est long, hein, c'est long. Bon. L'officier qui était instructeur, qui contrôlait, m'a entendu dire ça. Ça m'a coûté ma place de major de l'école, hein, à la sortie. Hein. J'ai terminé 3e. Et il m'a dit, mais et c'était une bonne leçon pour moi. Il m'a dit, mais quand tu es le chef, tu peux pas te plaindre. Ouais. Hein, c'est ce que disait Kipling. Hein, quand le chef s'assoit, les hommes se couchent. Bon, mais ça a été une formidable leçon parce qu'après, je l'ai vu avec toujours chez les militaires, mais j'ai plein d'autres exemples aussi. Hein, mais avec Bijard, par exemple, je me souviens quand Bijard a pris le commandement de la petite division parachutiste où on était, les 2 régiments où on était, la demi-brigade. Il nous a fait faire un exercice, et à la fin, après 3 jours d'exercice très dur, hein, il a dit, allez, maintenant, tout le monde revient au camp à pied, alors qu'il y avait les camions qui étaient là pour ramener tout le monde. Hein. Bon. Et on s'est fait 40 km avec tout le matériel sur le dos, à pied, en forme de régiment. Bon. Sur le moment, tout le monde disait, mais c'est fou. On est arrivé, c'est la Bérésina, hein, parce qu'on n'était pas entraîné à faire des trucs pareils. Bon. Et là aussi, bon. Et quand on est arrivé, Bijard, à ce moment-là, nous a dit, mais attendez, si on faisait la guerre, hein, nous, quand on l'a faite, nous, par exemple, quand ils avaient fait c'était à Langson, c'est Langson, je pense, Langson ou Tulé, enfin bref, en Indochine, ils avaient été cernés par les Viet Minh et ils s'en étaient sortis pratiquement en courant pendant 2 jours. Tout un régiment. Et il a dit, c'est ça que vous êtes capable de faire. Donc, bon, là, vous n'étiez pas au point. Vous n'êtes pas opérationnel. C'était une formidable leçon, hein, pour tout le monde. Parce qu'on a dit, c'est vrai. N'empêche qu'il faut le faire. Hein, voilà. Et dans le monde des affaires, moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs comme d'autres. Souvent, d'ailleurs, parce que je n'ai pas été assez dans le détail, où j'ai trop fait confiance. Je me souviens une fois en Espagne, on a acheté une société, le gars en face, il était super vendeur, il nous a convaincus que la société, il fallait appliquer les méthodes américaines de multiplication du résultat net pour valoriser. Oui. Et qu'avec ça, la valeur de la société, on la déterminait, puis comparait avec les autres sociétés du même genre et tout. Et du coup, on n'a pas assez regardé la situation réelle de l'entreprise. Et on s'est fait avoir, et ça nous a coûté très cher, parce qu'on avait surestimé la valeur de l'entreprise par rapport à sa valeur réelle. Bon. Quand c'est terminé, qu'on s'en est rendu compte après, on a essayé de renégocier, on a renégocié un petit peu, mais
Le gars, je lui dis, moi, je ne peux pas vous en vouloir. Vous avez été bon, c'est nous qui avons été mauvais. Et c'est moi qui ai été mauvais, puisque je suis responsable, c'est moi qui ai été mauvais. J'aurais dû 100 fois regarder ça. Bah, autant vous dire que depuis, on m'a plus repris à ce truc-là. C'est fini. Vous voyez, à chaque fois, il faut rebondir et apprendre. Bien sûr. Alors, une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, toutes vos vies professionnelles, si je puis dire, que referiez-vous différemment? Ah, ça, c'est une bonne question, mais... à dire vrai, je suis bien ennuyé devant ce genre de questions, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Vous savez, ce que je vous disais au départ, quand je vois aujourd'hui ce que j'ai fait, où j'en suis, et quand je me souviens au départ, quand je me suis retrouvé tout seul à Paris, si on m'avait dit que je ferais tout ce que j'ai pu faire, j'aurais jamais cru. Mais il y a une chose que j'ai tirée de tout ça, moi, c'est que, en définitive, j'ai toujours saisi les opportunités qui se sont passées. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois que si j'avais à me définir, moi je dirais, bon, j'ai certainement beaucoup de volonté, ça je crois, de volonté de travail, mais c'est surtout, je n'ai pas peur de me remettre en cause, si vous voulez. Moi je l'ai vu quand j'ai quitté Ricard, par exemple. Moi j'ai quitté Ricard, j'étais directeur général, tout le monde disait que je serais le prochain président. Et puis on avait fait la fusion Pernod et Ricard, et il est apparu qu'il fallait mettre quelqu'un un pro Pernod, si je peux dire, à la tête de Ricard. Bon. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'avais été désigné comme le prétendant, on mettait quelqu'un d'autre, moi j'avais plus qu'à partir. Bon. Mais c'est vrai, quand après 19 ans, alors vous avez vraiment réussi tout, et que vous êtes obligé de partir, c'est dur, c'est pas... Bon. Moi j'ai passé, j'ai annoncé à ma femme que je m'étais fait débarquer au cinéma, je n'ai rien dit avant, j'étais au cinéma le soir, je suis ramené à Paris, j'ai dit, écoute, je vais partir, et puis je ne me suis pas affolé, 2 jours après, je cherchais quelque chose, et j'ai trouvé. Pourquoi ? Parce que je me suis remis en cause tout de suite, si vous voulez. Ce qui me frappe, moi, souvent, c'est que les gens, ils commencent par se lamenter. Mais il ne faut pas se lamenter. Je me suis fait piéger, j'ai été mauvais, voilà, très bien, j'en tire les leçons et je recommence. Et s'il faut, je change. Et en plus, en changeant d'activité, c'est vrai qu'on rebondit. Quand j'étais, ce que je disais, moi j'ai été militaire, j'ai été agent de renseignement, j'ai été, comme on dit, ou espion, comme on dit aussi. J'ai été chef d'entreprise, j'ai été dans des cabinets d'avocats d'affaires, j'ai été professeur, quand même. Professeur, j'ai fait professeur aussi à HEC, quand même. J'en ai fait des trucs. J'étais à Sciences Po, j'étais, comme on dit, maître de conférence à Sciences Po. Enfin, j'ai fait tous les trucs, les nappes, tout ce que vous voulez. J'ai fait plein de trucs. En définitive, quand je regarde, je dis, mais attends, mais comment toi, avec ce que tu as fait comme étude après, tu as eu ton bac très jeune, mais après, tu n'as pas fait grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi je m'en suis sorti ? Parce que chaque fois, je me suis remis en cause. Et quand j'étais chez Ricard, vous voyez, quand ils m'ont nommé directeur général. Quand ils m'ont nommé directeur du développement, directeur du développement du groupe. Là, je me suis rendu compte que moi, je connaissais bien le commercial, je connaissais bien la gestion des gens, mais que par contre, sur le plan financier, j'étais nul. Sur les finances. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé 3 mois et j'ai fait un MBA à HEC. Là, j'ai fait l'executive MBA, comme on dit maintenant. En 3 mois, j'ai appris le truc. Mais quand j'étais chez Jacob Suchard ensuite, et qu'ils m'ont nommé directeur général, président du comité pour la France, donc je couvrais toutes les sociétés françaises. C'était pas mal, les cafés, le chocolat, j'avais tout là. Et le patron, c'est un Allemand, il était très bon, un grand bonhomme, tout à fait différent de ce que j'avais connu jusque-là, parce que, alors là, le social, il ne connaissait pas. Lui, c'était les primes. J'ai découvert ce que c'était que les métiers de chasseur de primes, parce que chez lui, il résolvait tout avec de l'argent. Vous disiez, monsieur, il s'appelait Klaus Jacobs, c'était un type génial. Il est parti d'un petit magasin de café à Hambourg, d'une venue numéro 2 mondiale quand même. Oui, c'est Barry Callebaut aussi. Oui, c'est ça. C'est quand même un personnage étonnant. Mais lui, quand on allait voir, on lui disait, vous savez, le collaborateur intel, il ne va pas du tout. Il est épuisé, parce qu'on travaillait comme des bêtes jour et nuit. Mais il est épuisé. Il disait, mais augmentez-le. On disait, mais monsieur, il est en train de perdre sa femme, il n'en peut plus et tout. Donnez-lui une prime en plus.
Et le plus extraordinaire, c'est que ça marche. Incroyable. Ça m'a laissé rêveur parce que ça marche. Alors moi qui arrivais du monde social avec Paul Ricard, au contraire, on s'occupe de la famille, on encourage tout le monde et tout. Là, c'est exactement le contraire. N'empêche qu'on apprend énormément. Moi, cet homme, il m'a appris beaucoup. Eh bien, et lui, il m'a donné aussi une grande chance parce que quand j'ai fait justement, quand je suis arrivé à un bond, j'avais vraiment réussi le redressement de ma société Suchard en France. Et il m'a dit, bon, je vais vous nommer. J'ai dit, attendez, avant, il y a un truc dont je rêve, envoyez-moi à Stanford. Et je me suis remis sur les bancs de l'école. Donc vous voyez, 2 fois, je me suis remis sur les bancs de l'école. Après, j'étais aussi... après, vous étiez au top. Après, j'étais au top. Et après, je donnais des cours. Alors là, c'est là où c'est fascinant, si vous voulez. C'est qu'après, j'ai donné des cours à des gens, alors que moi, je n'avais pas la qualification au départ. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont peur de sortir des sentiers battus et de ne pas avoir une route toute tracée, trouver sa voie, quoi. Ouais. Vous, finalement, hop, à chaque fois... Non, il faut se remettre en cause. Quelque chose moi, je vois, ça peut marcher ou pas marcher. Hein. Moi, j'ai eu un moment, après avoir été donc, chez Jacob Suchard, ils m'ont... j'avais jamais vu les coopératives. Les coopératives, c'est un monde à part en France. Hein. C'est les mondes des coopérateurs avec les agriculteurs qui produisent, mais qui sont en même temps les actionnaires. Bon, c'est un monde très compliqué. Mais je voulais connaître. Bon, je me suis lancé et j'ai dit, allez, je vais dans un monde coopératif. J'étais à l'Union laitière normande. Bon, on parlait d'échec tout à l'heure. J'ai vécu un échec à l'Union laitière normande à la fin parce que j'ai été nommé directeur général. J'étais directeur général adjoint. Hein. J'étais nommé directeur général quand les banques ont supprimé toutes les lignes de crédit. Alors évidemment, c'était mortel pour l'entreprise. Bon. Donc moi, j'ai passé mon temps à essayer de sauver l'entreprise. Et je l'ai sauvée. Hein. Je l'ai sauvée, mais contre les administrateurs. Parce qu'eux, ils avaient l'impression qu'on les avait spoliés, ce qui était totalement faux, puisque on sauvait l'entreprise, les usines, le personnel, on sauvait tout. Bon, et on l'a fait. Eh bien, ça a été pour moi un échec, c'est qu'on s'est retrouvé traîné aux tribunaux par la Confédération paysanne, alors qu'on avait vraiment sauvé la boîte et le personnel. Hein. On s'est retrouvé... Et ça a duré, cette histoire, pendant près de 7 ans, hein, entre... le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel. À chaque fois, moi j'ai eu on m'a dit, vous avez rien, il n'y a rien contre vous. Je dis oui, vous êtes gentil. Pendant 7 ans, j'ai été traîné dans la boue dans le cadre des procès. Hein. Et là, c'était un échec parce que ça veut dire que on avait sauvé l'entreprise, mais on était tellement concentré là-dessus qu'on n'avait pas fait attention à expliquer aux actionnaires ce qu'on était en train de faire. Donc oui, on était coupable d'une certaine manière, vous voyez. 2 dernières questions pour vous, Alain. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots que vous aimeriez partager avec nous parce qu'ils vous tiennent à cœur ? Je pense qu'alors là, dans le monde actuel, il y a une devise qui a été la mienne pendant longtemps, mais que je garde en tête. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est qui ose gagne. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'oser. Il faut avoir le courage d'aimer, comme dirait l'autre, hein, mais il faut aussi avoir le courage d'oser. Et aujourd'hui, je pense que c'est un des problèmes les plus graves dans notre société, c'est que même s'il y a des formidables, ce que je trouve merveilleux dans la jeune génération, c'est les start-upers, hein, et vous en êtes une démonstration, mais c'est vrai. Il y a toute une jeune génération qui prend des risques et qui se lance, mais il en faudrait beaucoup plus. Ouais. Hein, il faut oser. Et moi, je dis, ceux qui osent gagnent. Alors, on peut perdre une fois, on peut perdre 2 fois, mais on ne perd pas à tous les coups, c'est pas vrai. Ça, on finira par gagner. On finit toujours par gagner. Et ça, c'est l'expérience que je tire de ma vie, c'est que on s'en sort toujours. Et dans toutes les... on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais dans toutes les expériences que j'ai entendues, moi, depuis mes copains qui ont été prisonniers par les Viet Minh en Indochine, qui ont vécu des trucs épouvantables. J'ai connu des gens qui avaient été dans des camps de concentration pendant la guerre, les maquisards dans ma famille, les gens de la résistance. J'ai connu tous ces... À chaque fois... c'est toujours les mêmes qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui croient, ceux qui ont la volonté d'y arriver, qui ont la volonté de gagner. Si vous baissez les bras, vous êtes mort. Je crois que dans le monde actuel, c'est ça. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, et puis il faut avancer, et voilà. C'est très profond ce que vous dites, je trouve, parce que ce n'est pas uniquement une histoire de volonté, mais c'est le fait d'y croire. C'est le fait d'y croire. Exactement. Et c'est pas uniquement la volonté. La volonté, c'est... On fait suivre. On dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais encore faut-il avoir quelque chose derrière. Arriver à quoi ?
Dernière question, oui. Je pense qu'elle va peut-être vous plaire. Moi, c'est une de mes questions préférées. Parce que moi aussi, je lis beaucoup, à mon avis, moins que vous. Mais est-ce qu'il y a quelques livres qui ont été vraiment des livres marquants dans votre vie, qui vous ont un peu chamboulé, quoi, et dont vous pourriez me parler? Quand on lit beaucoup, c'est pas une question facile. Le Petit Prince. J'aime beaucoup. Le Petit Prince. J'aime beaucoup Saint-Exupéry. Parce que Saint-Exupéry, je trouve, savait raconter des histoires d'hommes sans rentrer dans le roman, en définitive. La vie est un roman. Une vie qui est bien vécue, c'est un roman. Et il avait cette capacité de décrire un roman. Et je crois pourquoi je vous disais Le Petit Prince, c'est parce que je pense que l'être humain, il faut qu'il garde son âme d'enfant. Je crois que celui qui réussit, c'est celui qui est... Et justement, c'est un des problèmes qu'on a avec nos élites aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre eux, un coucher de soleil, ça les émeut pas. Ils n'en ont rien à faire. Une vision, je sais pas moi, un coucher de soleil, un rayon, un arc-en-ciel, un renard qui traverse la route. Des choses qui sont formidables, qui sont la vie en définitive, ils passent à côté. Et je pense qu'il faut garder son âme d'enfant, cette capacité d'émerveillement. Parce qu'à partir du moment où on s'émerveille, alors on est capable de se motiver, on est capable d'être enthousiaste, on est capable d'oublier ses peines pour justement se redonner la force d'aller plus loin. Donc oui, moi j'adore, j'aime beaucoup. Moi comme disait Le Petit Prince, il dit, fais-moi un dessin. Merci mille fois Alain. Merci à vous surtout.